remarquera que le champ sensoriel ne nous a encore fait sortir du domaine de l'immanence vécue. Ne nous a pas encore fait sortir du domaine de l'immanence vécue. Il ne s'agit que d'un pur milieu intérieur où le sujet a conscience de la direction dans laquelle il se meut, mais non pas de l'objet vers lequel il se porte. Le sens de l'objet comme extérieur à la conscience implique le développement du contenu effectivement réel de la locomotion, en tant qu'elle comporte non seulement une direction déterminée, mais aussi un aboutissement. À mesure que le sujet atteint des objets, il se constitue dans son organisme une disposition à reproduire son comportement sous la forme de mouvements de locomotion qui s'esquissent comme s'achevant d'ores et déjà sur des sensations tactiles et gustatives. Dans ce schème nouveau, l'acte réel prend la forme de l'appréhension qui se définit comme une locomotion se constituant sur une première locomotion esquissée comme déjà achevée. Dépassé par l'acte d'appréhension, le mouvement de locomotion qui s'esquisse est réprimé et renvoyé au vécu sous la forme d'un mouvement intentionnel qui a d'ores et déjà atteint le lieu vers lequel il se porte. Dans un tel achèvement anticipé, le sujet n'a plus simplement conscience de la direction de ses mouvements comme un avenir immanent, mais également de leur aboutissement comme une position externe où les données sensorielles prennent la forme de l'objet extérieur. Une telle objectivité n'a encore rien évidemment de la permanence substantielle caractéristique de la chose. Il ne s'agit que d'une extériorité sensible, un fantôme dont tout le sens consiste à être atteint d'ores et déjà dans une esquisse réprimée de locomotion. Son existence ne s'en impose pas moins dans les limites du mouvement qui le constitue. En effet, l'appréhension se réalisant à partir des attractions et répulsions originelles comprend les formes de l'approche et de la fuite, ainsi que celle de l'attaque qui prend son origine dans un mélange d'attraction et de répulsion. Ainsi définissent les comportements de joie, de peur et de colère, où le sens de la sensation n'est plus simplement vécu dans l'intériorité du sens intime, mais apparaît sur le fantôme qui se pose comme un objet attrayant, répugnant ou irritant. L'émotion n'est pas le simple mouvement purement subjectif du besoin, elle implique le sens de l'objet comme objet émouvant. Cependant, le rapport ne dépasse pas les limites du vécu présent. Nous n'avons pas encore la stabilité du sentiment où le sujet transcende sa perception actuelle pour la reporter à une réalité permanente. Tout l'être du fantôme s'épuise à chaque instant dans son aspect immédiatement donné, et la vie émotive ne consiste qu'en une succession dispersée de réponses immédiates comme activité automatique. Telle est la dialectique où s'opère le passage aux vertébrés. Le comportement de l'appréhension apparaît sous sa forme primitive chez les poissons, que l'on voit se précipiter sur leur proie et la happer. La perception de l'objet à distance qui se développe avec les organes de la vue, de l'ouïe et de l'odorat. Les qualités sensibles se définissent évidemment comme des modes de l'attraction et de la répulsion qui se spécifient dans la dialectique du comportement. La vue qui commence à s'esquisser chez les méduses renvoie à l'acte du déplacement passant à la locomotion. L'ouïe et l'olfaction se développent chez les poissons comme résultat de la locomotion s'absorbant dans l'appréhension. Implique dans le mouvement de simple locomotion se trouve absorbé et réprimé, vécu comme un mouvement intentionnel, où la distance est déjà franchie et l'objet atteint. On constate également l'apparition de la vie émotive avec les réactions de colère et de peur dans l'attaque et la fuite, l'appréhension de la nourriture définissant la forme originaire de la joie. Le sens de l'extériorité permet enfin la constitution sous sa forme la plus primitive de la relation avec l'autre dans le comportement de groupe. Il ne s'agit encore évidemment que du simple rapprochement des individus qui se déplacent ensemble. Le compagnon n'est qu'un fantôme dont l'existence évanescente se place en dehors de tout sentiment durable, comme de toute activité de collaboration. Avec le dépassement et la répression de la locomotion par l'appréhension chez les poissons, le système nerveux acquiert la structure générale qu'il gardera comme un fondement permanent dans la suite de l'évolution. À l'avant du cerveau apparaît le système optostrié, qui commande les réactions automatiques de la vie émotive et inhibe les influx du tronc cérébral et du cervelet où s'esquissent les mouvements d'orientation et de locomotion. Derrière le cerveau, la corde spinale qui a définitivement éliminé l'ancien réseau nerveux commande les actes réflexes, absorbés et réprimés par la direction de la locomotion. Ainsi,
Le développement du système nerveux se présente comme une dialectique où les niveaux successifs du comportement se superposent les uns aux autres, chaque formation inhibant la précédente et absorbant ces influx dans une régulation plus large, où ils se maintiennent comme supprimés, conservés, dépassés. À chaque étage se constitue un nouveau moment de la conscience. Sous le comportement réel, vivant et agissant, la réaction réprimée est vécue par le fait même de la répression, comme un mouvement intérieur d'ores et déjà accompli, où se constitue la vie idéale de la conscience comme synthèse intentionnelle. Au degré le plus bas, nous trouvons les réflexes spinaux, où les réactions originelles d'attraction ou de répulsion qui s'esquissent dans les récepteurs sont réprimées et vécues comme une suite d'impressions se retenant dans l'unité d'une sensation. L'intentionnalité de la rétention n'est précisément que le mouvement réprimé d'attraction ou de répulsion qui se maintient durant l'accomplissement du réflexe comme une unité de pulsation qui dure encore tout en s'enfonçant continuellement dans le passé immanent. L'acte réflexe qui se développe dans la forme objective du déplacement ne fait lui-même que s'esquisser, les influx spinaux étant immédiatement absorbés dans les centres du tronc cérébral et du cervelet, qui les inhibent et les intègrent dans des circuits plus larges, qui commandent l'orientation et la locomotion. Les déplacements réprimés sont vécus dans un mouvement idéal de protension, où le sujet prend conscience d'anticiper sur son avenir immanent par un ensemble de directions qui dessinent l'horizon du champ sensoriel. Les influx où s'esquisse la locomotion s'absorbent à leur tour dans le système optostrié qui les inhibe et les dépasse dans un mouvement automatique d'appréhension. La locomotion réprimée est vécue comme un mouvement intentionnel qui atteint idéalement l'objet extérieur dans une perception de fantôme. Dans l'évolution qui suit le stade des poissons, les influx optostriés s'absorbent même dans le cortex où se développent les formes de la manipulation et du détour. L'appréhension s'y trouve réprimée et vécue comme un mouvement intentionnel où le sujet prend conscience de saisir idéalement l'objet et de le posséder dans une perception de choses réelles. On voit ainsi qu'à chaque niveau, le sens vécu ne révèle pas le comportement effectivement réel, mais le mouvement des niveaux antérieurs esquissé et réprimé. L'acte réel ne se réfléchit dans la conscience que par le passage au stade suivant, où il sera réprimé par une nouvelle forme du comportement qui, à son tour, échappera en tant que tel au vécu. On voit également qu'une telle définition rend compte immédiatement de la corrélation noético-noématique, caractéristique de la structure intentionnelle. En effet, l'acte réprimé comprend nécessairement deux aspects, celui par lequel il s'esquisse et celui par lequel il est réprimé. En tant qu'il s'esquisse et se porte vers sa fin, il détermine le sens de l'objet visé en tant que visé, noéma. Défini justement par cette fin même, il est ainsi conscience de l'objet. Mais en tant qu'il se trouve arrêté et réprimé, il est réfléchi comme le mouvement même des esquisses. En quoi consiste l'intentionnalité elle-même comme synthèse constituante? Noésis, donnée dans la conscience de soi. Le rapport de la synthèse intentionnelle ou constituante au sens visé comme objet constitué peut se vérifier à tous les étages du développement. Au niveau le plus bas, nous trouvons du côté noétique la rétention comme une synthèse constituante qui retient les impressions instantanées et les intègre dans l'unité de la sensation. Du côté noématique, nous avons la sensation elle-même, comme un vécu qui dure dans le temps immanent. Or, il est facile de voir que la synthèse rétentionnelle n'est pas autre chose que le flot même des esquisses d'attraction et de répulsion, qui en tant que réprimés s'accumulent sous la répression et en un mouvement intentionnel, où la conscience retient encore ses impressions récemment passées. La sensation de son côté est ce même flot, mais en tant qu'il s'esquisse et se présente comme une unité d'un sens attrayant ou répugnant qui dure, identique à lui-même dans l'immanence vécue. Au niveau suivant, nous avons la synthèse potentionnelle comme intentionnalité constituante et l'avenir immanent comme sens constitué, donné dans l'horizon vécu du champ sensoriel. Or, l'intentionnalité de la protension consiste précisément dans l'acte du déplacement qui, en tant que réprimé, se réfléchit comme un mouvement anticipé, où le sujet se porte vers son avenir immanent. L'avenir immanent lui-même, comme sens constitué, est le même acte, mais en tant qu'il s'esquisse et apparaît dans son achèvement. Idéal, comme cet avenir déjà présent qui se dessine dans l'horizon du champ. Avec la perception du fantôme, nous avons d'une part l'acte percevant comme synthèse constituante, d'autre part le fantôme lui-même,
comme une forme sensible qui se présente du dehors. Or, l'intentionnalité de l'acte percevant se définit ici comme l'acte même de locomotion qui, en tant que réprimé, est vécu comme un mouvement intentionnel qui a d'ores et déjà atteint son objet. L'objet de son côté est ce même acte, mais en tant qu'il s'esquisse et apparaît ainsi dans son achèvement idéal, comme une extériorité douée de sensations diverses confondues en une qualité de forme. Avec la perception de la chose réelle qui apparaît au niveau de la manipulation et du détour, chez les mammifères, nous aurons la même structure. L'acte d'appréhension en tant que réprimé par la manipulation ou le détour est vécu comme un mouvement anticipé où le sujet saisit idéalement l'objet et le maintient en sa possession dans une perception de chose. Le même acte, en tant qu'il s'esquisse, apparaît dans son achèvement anticipé comme l'objet possédé en permanence où la chose réelle est substantielle. Bien évidemment, les intentionnalités originelles de la rétention et de la protension se reproduisent à ces deux derniers niveaux comme à tous ceux qui suivront et déterminent le contenu phénoménologique de l'acte percevant dans sa temporalité vécue. Le mouvement des pulsations en quoi consiste le comportement réprimé se réfléchit d'une part en tant que réprimé en un pur mouvement intentionnel qui se retient toujours en se dépassant constamment dans le présent vivant. D'autre part, à mesure que ces pulsations surgissent, comme une succession d'états de conscience qui s'écoulent dans le temps immanent. La distinction dans l'acte réprimé du moment de l'esquisse et du moment de la répression est immédiatement donnée dans le fonctionnement du système nerveux en tant qu'il implique le contrôle constant des centres inférieurs par les centres supérieurs. On en a la preuve dans les expériences de décérébration qui, pratiquées à différents niveaux, libèrent à chaque fois les influx du centre immédiatement inférieur, dont les manifestations anarchiques permettent de se représenter le moment de l'esquisse, l'inhibition par le centre supérieur à l'état normal définissant le moment de la répression. Ainsi, la libération du système octostrié chez le chien par ablation du cortex fait apparaître des réactions émotives violentes à l'excès et un ensemble de mouvements purement automatiques qui, à l'état normal, sont réprimés par le fonctionnement des fibres corticales. En effet, l'appréhension automatique est normalement inhibée dans la manipulation ou le détour. Le mouvement réprimé est renvoyé à lui-même dans une réflexion sur soi qui définit la conscience de soi. Mais la réflexion maintient l'acte d'appréhension sous la forme d'une esquisse par laquelle le sujet a conscience de saisir l'objet et de le posséder comme une chose. La conscience a conscience d'elle-même comme conscience de l'objet. On peut refaire la même démonstration pour les centres inférieurs. La libération du tronc cérébral et du cervelet par section mésencéphalique produit une exagération particulière du tonus postural et réduit le sujet à des formes élémentaires de locomotion. L'animal spinal est livré au jeu anarchique de ses réflexes médulaires. Ces comportements définissent la forme des esquisses qui, réprimées à l'état normal, constituent les moments vécus de la vie sensorielle. On voit l'erreur profonde du matérialisme mécaniste qui définissait la pensée comme une sécrétion du cerveau. C'était s'interdire par principe toute possibilité de compréhension et ignorer du même coup la structure du mouvement réel. La constitution de la conscience ne saurait en effet se définir sur le simple plan organique, puisqu'elle implique une dialectique originale dans le trajet de l'influx nerveux. Plus précisément, la structure du système nerveux ne peut se comprendre que par l'évolution du comportement, ce qui nous fait dépasser le cadre du biologique comme tel. Nous pouvons ainsi rendre compte du sens du vécu, l'intériorisation du comportement sous la forme d'esquisses réprimées constituant ce rapport intentionnel à l'objet, où l'organisme vivant s'élève à la vie subjective. L'explication scientifique n'est pas une réduction abstraite, mais une genèse qui reproduit le mouvement effectif du devenir conscience de la réalité matérielle. Les correspondances avec le développement de l'enfant ne portent évidemment que sur la dialectique générale des structures. Elle n'en enveloppe pas moins l'essentiel des déterminations que nous venons d'expliciter. Le nourrisson, à sa naissance, n'a encore que des réflexes qui concernent essentiellement l'ingestion de la nourriture et renvoient ainsi aux origines mêmes de l'organisation nerveuse. Chez les coléoptères, où l'on voit apparaître pour la première fois le comportement buccal. Le vécu ne peut se définir à ce niveau que comme pure sensation, plaisir ou douleur, mais dès les premiers jours se développe le processus de l'intériorisation sous la forme d'une disposition à reproduire pour lui-même le comportement réflexe. L'enfant se met à sucer à vide, ainsi que n'importe quel objet, notamment son pouce, s'il vient à en rencontrer ses lèvres.
Au bout de 4 semaines, la forme du pur réflexe est dépassée et absorbée dans le comportement de l'orientation ou locomotion. L'enfant porte son pouce à la bouche et le suce systématiquement. Ses yeux se dirigent vers la lumière. La capacité de diriger ainsi le mouvement implique que la sensation ne se présente plus comme un simple donné attrayant ou répugnant, mais comme une valeur d'orientation dans le champ sensoriel où se projette l'horizon de l'avenir immanent. La forme de l'orientation se développe par le progrès des réactions posturales et l'inspection active du champ. L'enfant arrive peu à peu à garder la position assise et à tenir la tête droite. Il promène son regard et palpe avec ses doigts. La structure du champ sensoriel permet également la formation des premières conduites conditionnées. Ainsi, l'enfant sourit à l'approche du visage humain. Il montre par son comportement qu'il reconnaît sa mère, ainsi que les objets familiers comme le biberon. Naturellement, à ce stade, l'objet n'est pas encore perçu comme tel. Le sourire du nourrisson ne signifie pas qu'il voit sa mère comme une réalité extérieure, encore moins comme une personne. Il réagit simplement à une certaine configuration qui se dessine dans son champ visuel, avec une valeur particulière d'attraction, en tant qu'elle évoque des satisfactions nutritives qui s'annoncent dans le sourire. Le sens de l'extériorité implique, sur le plan du comportement, la possibilité de saisir l'objet extérieur. Or, l'appréhension résulte d'un développement complexe qui ne s'achève que vers le 6e mois. C'est alors seulement qu'on peut dire que l'enfant perçoit un objet hors de l'immanence vécue du champ sensoriel. Cependant, l'extériorité n'implique encore aucune réalité proprement dite comme permanence substantielle. Ainsi, l'enfant qui sait parfaitement prendre son biberon ne sera pas capable de le retourner quand on le présente par le fond. Même si l'on a fait disparaître la tétine de son champ visuel que par un mouvement progressif de rotation. D'une manière plus générale, l'enfant est incapable à ce stade de prendre un objet que l'on fait passer sous ses yeux derrière un écran. L'objet n'est qu'un fantôme dont toute l'existence consiste dans un mouvement vécu de locomotion où le sujet a conscience de l'avoir déjà idéalement atteint comme un lieu extérieur, mais non encore saisi comme une chose. L'appréhension définit la réalité effective du comportement. Elle ne s'est pas encore réfléchie dans l'intentionnalité de la conscience. Paragraphe 4. Le mouvement du sens externe. Avec la constitution de l'objet fantôme chez les poissons, s'est opéré le passage du sens intime au sens externe. Mais l'extériorité n'apparaît encore que sur l'objet individuel, en tant qu'il se détache de l'immanence vécue du champ sensoriel. L'horizon de cette objectivité, comme monde des fantômes, ne se constitue qu'avec le développement du contenu réel de l'acte d'appréhension par le passage de la vie dans l'eau et à la vie sur la terre. Dans l'uniformité du milieu aquatique, traversé de brèves apparitions, le comportement ne pouvait guère dépasser le stade automatique des réactions émotives d'appréhension et de fuite. La fuite étant la forme négative de l'appréhension. Aussi, les poissons uniquement adaptés à la vie dans l'eau ont-ils peu évolué depuis le primaire. Mais ceux qui s'aventurèrent sur la terre ferme, notamment les crossoptérygiens, qui pouvaient se servir de leur vessie natatoire comme d'un poumon et de leurs nageoires lobées comme de pattes, y rencontrèrent une multitude d'excitations sans comparaison avec les rares rencontres qui se produisaient dans le milieu aquatique. Devant la pluralité des objets à atteindre ou à éviter, les mouvements d'appréhension ou de fuite se freinent les uns les autres et aboutissent par leur action réciproque à la forme de l'exploration. Celle-ci se développe chez les amphibiens et surtout les reptiles avec les progrès du cortex cérébral et la formation du cou qui détache la tête du reste du corps et lui permet de tourner à droite et à gauche à mesure que l'animal avance. Le mouvement se constitue en une suite d'oscillations qui reste encore sur le plan de l'appréhension mais dépasse déjà sa forme automatique en tant qu'il implique non plus un seul acte d'orientation absorbée mais une multiplicité simultanée d'orientations esquissées et immédiatement réprimées par l'acte réel. Dans une telle répression, le sujet a conscience d'une multiplicité de fantômes d'ores et déjà atteints, dont la structure d'ensemble définit le sens originel de l'espace comme forme de l'extériorité. L'objet ne jaillit plus comme une simple apparition individuelle qui transcende l'intériorité vécue du champ sensoriel. Il a sa place déterminée dans le milieu spatial et se présente comme un moment du monde des fantômes où le reptile se glisse. Parallèlement à ce développement, la dernière phase de l'appréhension comme absorption de la nourriture prend une forme nouvelle qui permet de dépasser là encore le stade de l'automatisme. Devant la pluralité des objets présents, l'animal hésite
et suspend son mouvement final, comme on peut l'observer déjà chez le crapaud, qui marque un temps d'arrêt avant d'engluer sa victime, et surtout chez le serpent, qui balance la tête et vise soigneusement avant de frapper. Durant cet acte d'appréhension retardé, l'objet est d'ores et déjà saisi dans une première appréhension esquissée et immédiatement réprimée, et commence ainsi à acquérir le sens d'une chose idéalement possédée dans la perception. Ce n'est plus simplement le fantôme, visé comme objet émouvant dans une réaction automatique, mais déjà une réalité comme objet de convoitise, où se réfléchit l'acte réprimé d'appréhension. Cependant, un tel sens de réalité se limite strictement à l'actualité vécue du désir qui brille dans les yeux de l'animal, pendant qu'il retarde l'appréhension de la proie. L'attention du désir ne fait encore que marquer la transition de l'immédiateté de l'émotion à la permanence du sentiment qui apparaîtra chez les mammifères, où se constituera de manière définitive la perception de la chose réelle et substantielle. Pourtant, dans les limites d'une activité donnée, le désir peut déjà se stabiliser dans des comportements où l'objet se constitue avec un certain degré de permanence. Ainsi, le crocodile laisse faisander sa proie avant de la manger. On peut citer également le développement des conduites sexuelles qui montrent dans divers cas, notamment chez certains lézards, que l'autre est perçu non plus comme un simple fantôme qui passe, mais comme une réalité permanente. Ainsi, le margouillat, en période sexuelle, s'entoure d'un harem de 6 ou 7 femelles qu'il dirige en maître et seigneur. Les phrynocéphales, en revanche, pratiquent une monogamie stricte avec appariement à la vie. Mais il ne s'agit encore là, évidemment, que de cas extrêmes. La vie des reptiles a dépassé le stade de l'automatisme et non pas la forme même de l'appréhension où le sens de réalité ne peut encore se dégager que de manière imparfaite et sporadique de la pure extension du monde des fantômes.